L'audience solennelle est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux judiciaires, mesdames et messieurs les procureurs de la République, mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de commerce, messieurs les présidents des conseils de prud'homme, mesdames les directrices de greffe, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les magistrats et fonctionnaires, mesdames les représentantes de la presse, ou mesdames et messieurs les représentants de la presse, madame la procureure générale, bien sûr. Bienvenue dans cette salle d'audience qui nous permet, par ses dimensions, combinées à une réduction importante du nombre d'invités, de tenir notre audience solennelle de rentrée 2021. Nous avons souhaité, madame la procureure générale et moi-même, maintenir une vraie audience. Nous estimons que nous avons besoin de réel et que le virtuel ne peut pas tenir lieu de réalité. Et nous avons aussi besoin de tous ceux qui habituellement sont présents chaque début d'année, parce que nous travaillons avec eux et que nous avons plaisir à les voir, à nous parler, pour redonner sens à notre action commune. Aussi, pour rester en lien, nous avons décidé d'enregistrer la présente audience afin de pouvoir transmettre cet enregistrement précisément sous forme de lien, informatique certes, mais lien tout de même. Nous avons fait le choix de recentrer nos invitations sur les acteurs directs du monde judiciaire local, à savoir les représentants des tribunaux judiciaires, les représentants des conseils de prud'homme et des tribunaux de commerce, et nous y associons les représentants des barreaux du ressort. Comme la justice se rend au nom du peuple français, il est essentiel que celui-ci puisse avoir connaissance de l'état de sa justice dans le ressort de la cour d'appel, et donc c'est tout naturellement par l'intermédiaire de la presse que cette information lui sera transmise. Comme le veut la tradition, je présente à chacun d'entre vous, au nom de tous les magistrats et fonctionnaires de cette cour, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous allons procéder à l'installation simplifiée d'un nouveau conseiller présent aujourd'hui, M. Jean-Yves Rouxel, puis nous satisferons aux obligations du Code de l'organisation judiciaire en vous rendant compte de notre activité au cours de l'année 2020. Madame la procureure générale, avez-vous des réquisitions à formuler en matière d'installation? Tout d'abord, Madame le Premier Président, vous me permettrez de souhaiter à toutes et tous, à chacune et chacun d'entre vous, ici présents, une année 2021 qui, nous l'espérons tous, nous sera plus douce et plus joyeuse que la précédente. Nous accueillons, Madame le Premier Président, Madame la Première Présidente, Madame Michel, pour la première fois en audience solennelle de cette rentrée judiciaire 2021. Madame Michel, c'est avec une très grande joie que nous vous accueillons pour la première fois en votre qualité de directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire. Votre connaissance du ressort, mais aussi votre solidité et votre sérénité sont pour nous des atouts incontestables sur lesquels peut et pourra s'appuyer notre confiance, nous le savons. Je vous renouvelle publiquement mes félicitations pour cette nomination qui, je vous le dis très sincèrement, nous a réjouis, nous, chefs de cour, mais a également fait l'unanimité auprès des chefs de juridiction. Je tenais à ce que publiquement ce soit dit. Monsieur Rouxel, vous arrivez comme conseiller dans cette cour d'appel. Nous avons eu l'occasion d'échanger quelques propos. C'est avec, en ce qui vous concerne vous aussi, beaucoup de joie que nous vous accueillons
Et j'allais dire particulièrement au niveau du parquet général, parce que vous êtes un magistrat ayant une appétence particulière pour la matière pénale, que vous avez présidé pendant longtemps une cour d'assises, et qu'évidemment pour les magistrats pénalistes que nous sommes, l'arrivée d'un conseiller ayant ce goût particulier pour la matière pénale, vous ne serez pas le seul dans cette cour, mais c'est parfois un peu une denrée rare dans d'autres cours, eh bien c'est toujours avec joie évidemment que cet accueil se fait. Nous accueillerons aussi, même si elle n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé, Madame Lithodon. Je vous laisserai, Madame la Première Présidente, plus complètement en parler. À ce stade, je requiers, Madame la Première Présidente, que vous procédiez aux installations de Monsieur Rouxel et de Madame Lithodon et de me donner acte de mes réquisitions. Merci Madame la procureure générale. Madame la directrice de greffe, pouvez-vous procéder à la lecture des décrets de nomination? Par décret du Président de la République, en date du 15 décembre 2020, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances du 10 septembre 2020, du 24 novembre 2020 et 25 novembre 2020, sont nommés à la Cour d'appel de Chambéry. Conseillers, Madame Chantal Lithodon, vice-présidente au tribunal judiciaire d'Annecy, Monsieur Jean-Yves Rouxel, conseiller à la Cour d'appel de Rouen. Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 10 décembre 2020, vu le projet de mouvement des directeurs des services de greffe suite à la campagne de mobilité du second semestre 2020, publié le 4 décembre 2020, Madame Béatrice Sapet, épouse Michel, est mutée à compter du 1er janvier 2021 à la Cour d'appel de Chambéry et affectée au SAR de Chambéry dans les fonctions de directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire. Merci Madame la directrice. Monsieur le conseiller, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre cour d'appel que vous découvrez depuis le 4 janvier dernier, dans des conditions qui ne sont pas, il faut le dire, les plus propices à une intégration, les lieux habituels de convivialité restant porte close. Alors nous avons essayé de vous donner le meilleur accueil possible, mais nous ne pouvons pas remédier à toutes les difficultés du moment. Vous nous venez de Normandie et vous avez décidé de prendre un cap sud-est, d'abord seul, puis avec votre famille qui vous rejoindra cet été. Vous êtes né en 1971 à Pont-Audemer dans l'Eure. Vous avez intégré l'école de la magistrature en janvier 1996. Et comme l'a dit Madame la procureure générale, vous êtes un pénaliste chevronné, très certainement un passionné de l'instruction, puisque vous y avez consacré les 17 premières années de votre vie professionnelle. Vous avez été juge d'instruction à Sens de 1998 à 2002, puis au Havre de 2002 à 2008, jusqu'à ce que vous réalisiez votre avancement en juillet 2008 en tant que vice-président en charge de l'instruction à Rouen. En janvier 2015, vous avez intégré la cour d'appel de Rouen et vous y êtes resté jusqu'en décembre 2020, avant de venir jusqu'à nous. Donc à la cour d'appel de Rouen, vous avez présidé les assises de Seine-Maritime et vous avez expérimenté la cour criminelle. Expérimentation consistant à faire juger certaines affaires criminelles uniquement par des magistrats professionnels, sans jury. Je vous ai donc tout naturellement inscrit dans l'ordonnance de roulement comme susceptible de présider les assises, aux côtés de M. Yves Le Bidault, président de chambre, et de M. François-Xavier Monteau, conseiller. Vous présiderez d'ailleurs dès septembre 2021 une session d'assises de 2 semaines en Savoie. Votre service habituel sera celui de la Chambre des appels correctionnels des intérêts civils et vous siégerez une fois par mois en assistance éducative.
Vous verrez, c'est la richesse et à la fois la difficulté d'une cour comme la nôtre, hein, d'avoir un service plutôt morcelé, qui nous permet de faire face avec un effectif réduit à un nombre d'affaires non négligeable. Alors votre nomination, j'en dis deux mots, correspond au départ à M. Philippe Greiner, ancien président de chambre, magistrat qui avait été maintenu en surnombre dans notre cour depuis septembre 2019 jusqu'au 29 novembre 2020. Alors tous les habitués de la cour d'appel de Chambéry connaissent Philippe Greiner, sa capacité impressionnante à produire des décisions avec une décontraction et un flegme que beaucoup lui envient, ou à se lancer dans des tentatives de conciliation dont lui seul avait le secret. Nous aurions aimé le garder dans notre cour en tant que magistrat honoraire, ce qu'il a effectivement demandé, mais en choisissant notre belle et chère voisine, la cour d'appel de Grenoble, où je l'avais connue il y a fort longtemps. Alors il faut croire que les sirènes de la cour d'appel de Grenoble ont été très fortes, puisque Pascal Leclerc, qui était magistrat honoraire dans notre cour et qui travaillait à mes côtés et aux côtés de la chambre de la famille, a décidé, lui, de devenir magistrat à titre temporaire et aussi à la cour d'appel, au tribunal judiciaire de Grenoble. Alors je ne sais pas si je leur pardonnerai à tous deux ce transfert, mais en tout cas je les remercie de tout cœur de l'énorme travail accompli pour nous, et souvent en toute discrétion. Je précise que M. Leclerc est resté 20 ans dans notre cour d'appel, et M. Greiner, après y être revenu en 2008, y est revenu à compter de l'année 2014. En tout cas, bienvenue à vous, M. Rouxel. Alors, bien qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui, parce qu'on arrête de travail, je souhaite aussi la bienvenue à Mme Chantal Litedon, nommée conseiller à la Cour d'appel de Chambéry en surnombre, et qui nous vient du tribunal judiciaire d'Annecy. Madame Litedon aurait dû, en principe, prendre son activité à compter de lundi prochain, à mi-temps thérapeutique, mais donc son état de santé ne le permet pas, et nous espérons qu'elle pourra très vite nous rejoindre. Bienvenue aussi à vous, Madame Béatrice Michel. Vous êtes bien connue de tous dans cette cour d'appel puisque vous avez organisé depuis de très nombreuses années la vie informatique de toutes les juridictions, répondant, je reprends les propos de Madame la procureure générale, avec calme et sérénité et tranquillité, avec toute votre équipe, à toutes les sollicitations des magistrats et des fonctionnaires qui sont nombreuses en matière informatique et qui sont souvent, elles, rarement calmes et tranquilles. Donc, vous, comme l'a lu Madame la directrice de greffe, vous prenez effectivement la direction depuis le 1er janvier 2021 du service administratif régional en remplacement de Madame Odile Pouchot, qui elle aussi a travaillé près de 20 ans dans cette cour d'appel et que nous remercions. Madame Pouchot ayant fait valoir ses droits à la retraite. Alors, la direction d'un SAR pour des chefs de cour et derrière nous, pour toute la cour d'appel, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il y va de notre bon fonctionnement à tous. Nous n'avons aucun doute sur votre capacité à remplir pleinement cette nouvelle fonction. Madame la procureure générale, avez-vous d'autres réquisitions concernant les installations? Pas d'autres réquisitions. La Cour donne acte à Madame la procureure générale de ses réquisitions d'installation, à Madame la directrice de greffe de sa lecture des décrets et arrêtés de nomination, et dit que du tout il sera dressé procès-verbal. Alors, Monsieur Rouxel, je vous invite à rejoindre le siège qui est désormais le vôtre. Et je donne tout de suite la parole à Madame la procureure générale pour ses réquisitions d'audience solennelle de rentrée. Je vous remercie, Madame la Première Présidente. Justice de proximité. Cela a été en 2020 et reste pour 2021 un de nos challenges.
La mise en œuvre d'une justice de proximité a été désignée comme prioritaire en premier lieu par le Premier ministre le 15 juillet 2020 dans sa déclaration de politique générale, puis par le garde des Sceaux, d'abord par une lettre de mission du 31 juillet, pour aboutir, après des échanges entre les cours d'appel et les directions concernées du ministère pour la présentation de projets définis par les tribunaux judiciaires, à la circulaire du 15 décembre 2020. La justice de proximité, qu'est-ce que c'est? C'est celle du quotidien de nos concitoyens, au plus près des victimes, dans une proximité à la fois géographique et temporelle. C'est la lutte contre la petite délinquance par des réponses pénales, rapides et visibles. À la suite des projets qui ont été présentés par les 5 tribunaux judiciaires du ressort de la Cour, ce sont 21 postes de contractuels fléchés exclusivement sur la justice de proximité qui ont été au total créés. Un juriste assistant placé auprès du procureur général est mis à disposition des 5 procureurs, 5 agents de catégorie A chargés de mission, 1 dans chaque tribunal judiciaire, et 15 agents de catégorie B. Il a fallu les recruter très vite, puisqu'ils devaient impérativement prendre leurs fonctions avant la fin de l'année. Je tiens à remercier tout particulièrement pour leur engagement et leur implication dans l'élaboration de ces projets et le recrutement de ces nouveaux agents, les présidents, procureurs et directeurs de greffe des tribunaux judiciaires, ainsi que les personnels du SAR qui ont été également rudement mis à contribution. Cette justice de proximité que le politique appelle de ses vœux, elle concerne le bas du spectre de la délinquance, celui qui n'est en réalité que rarement traité en audience. Cette délinquance de proximité, c'est en réalité pour l'essentiel les parquets qui la traitent seuls et mettent en œuvre depuis longtemps les réponses adaptées. En 2019, pour les 5 tribunaux judiciaires du ressort, cumulés, 22 374 réponses pénales ont été données. Par réponse pénale, on entend les orientations données à des procédures pénales dont les infractions sont caractérisées, les auteurs identifiés, dans lesquels aucun motif juridique ne s'oppose aux poursuites et qui ne donnent pas lieu à un classement pour poursuite inopportune. Sur ces 22 374 réponses pénales, 39,72%, autant dire 40%, sont constituées d'alternatives pures, celles de l'article 41.1 du Code de procédure pénale, aux seules mains du parquet, sans aucune intervention du juge. Si l'on ajoute les compositions pénales aux alternatives, on atteint 46% des réponses pénales. Les ordonnances pénales et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité constituent respectivement en 2019 14,50% et 6,70% des réponses pénales. Les poursuites traditionnelles, c'est-à-dire les convocations par procès-verbal du procureur, les convocations par officier de police judiciaire, les comparutions immédiates, les citations directes, bref, ce qui vient en audience correctionnelle ou de 5e classe, représente en 2019 26,50% des réponses pénales. Sur les dossiers les plus complexes et les affaires les plus graves, bien évidemment, mais la comparaison des flux est intéressante. En 2020, les comparaisons sont encore plus significatives puisque pour rattraper le retard pris durant le premier confinement, les parquets ont réorienté un certain nombre de procédures qui étaient en attente d'audiencement devant les juridictions pour les transformer en procédures simplifiées du type CRPC ou ordonnance pénale, ou encore en alternative aux poursuites. L'objectif était évidemment de limiter le recours à l'audience traditionnelle pour éviter, ou à tout le moins limiter, un engorgement de l'audiencement et un trop grand allongement des délais de comparution. En 2020, sur 19 169 réponses pénales, 45,50% étaient constituées d'alternatives aux poursuites,
Si on ajoute les compositions pénales, on parvient à un ratio de plus de 50%. Et les procédures traditionnelles évoquées en audience classique ne représentent plus que 22,30% des réponses pénales. Les alternatives aux poursuites ont été créées dans les années 90 de façon prétorienne par les parquets avant d'être entérinées par le législateur en 1999. La réponse pénale alternative demeure évidemment une variable d'ajustement, permettant au parquet d'adapter les réponses pénales aux capacités de jugement de la juridiction. Mais c'est désormais bien plus que cela. Hormis le traditionnel rappel à la loi, qu'il ne faut pas mépriser, car lorsqu'il est effectué par un délégué du procureur dans un lieu de justice et revêt une certaine solennité, il peut se révéler très efficace. Hormis donc ce traditionnel rappel à la loi, le parquet peut piocher dans un véritable éventail de mesures qui lui permettront d'adapter au plus près de la nature des faits la réponse à apporter à ceux-ci. Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, stage de citoyenneté, de responsabilité pénale, parentale, de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes, de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants, de sensibilisation à la sécurité routière, mais aussi la médiation pénale, la régularisation de la situation ou la réparation du dommage, l'obligation de résider hors du domicile familial pour les faits de violence intrafamiliale. En toute matière, l'interdiction de paraître dans des lieux où l'infraction a été commise ou au domicile de la victime. La loi du 23 mars 2019 a même créé la possibilité d'une composition pénale aux seules mains du parquet, sans nécessité d'homologation par le juge, pour les délits punis d'une peine n'excédant pas 3 ans d'emprisonnement, et dans des hypothèses restreintes au regard du contenu de la mesure ordonnée. Les alternatives aux poursuites ne doivent plus être considérées comme un pis-aller, à défaut de jugement, comme une réponse dégradée, mais véritablement comme une réponse pénale de qualité, variée, au contenu diversifié et adapté au plus près à la nature des infractions reprochées. Pour les mettre en œuvre, 19 délégués du procureur exercent sur les ressorts des 5 tribunaux judiciaires. Nous devons aussi pouvoir nous appuyer sur l'administration pénitentiaire, et plus précisément les services pénitentiaires d'insertion et de probation, positionnés principalement sur les stages de citoyenneté et les éventuelles mesures de travail non rémunérées. Il en va de la diversité de la réponse pénale, et sans eux, nous ne pouvons pas tout faire. Nous devons aussi pouvoir nous appuyer, en ce qui concerne précisément les alternatives appliquées aux mineurs, sur la protection judiciaire de la jeunesse, qui assure actuellement la mesure de réparation pénale et le stage de formation civique, deux mesures dont le contenu éducatif est fondamental. Avec l'entrée en vigueur du Code de justice pénale des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse devrait être positionnée également sur les mesures de travail non rémunérées appliquées aux mineurs, ce qui n'est pas le cas actuellement en alternative au sens large, bien qu'elle exécute les mesures de travail d'intérêt général ordonnées par les juges des enfants. Les alternatives vont être déployées également dans le cadre de la justice de proximité auprès des officiers du ministère public pour les contraventions des 4 premières classes. Les procureurs qui, rappelons-le, assurent le contrôle des officiers du ministère public s'emploient à diversifier la réponse pénale là où, jusqu'à présent, elle était largement uniforme et automatique. Certains comportements s'y prêtent particulièrement. Nuisances sonores, troubles du voisinage, dépôt d'ordures. La justice de proximité, c'est une justice de proximité géographique. Et c'est une longue tradition sur le ressort de notre cour. Le réseau des maisons de justice et du droit, et des antennes de justice et du droit, particulièrement développé et organisé depuis les années 90, en est la parfaite illustration. Et nos prédécesseurs, chefs de juridiction, magistrats et personnels de greffe y ont largement contribué. Vous en étiez alors, Madame la Première Présidente.
Leur implantation et leur répartition sur le territoire répondent à la nécessité de rapprocher les lieux de justice du justiciable, qu'ils soient auteurs ou victimes, cette proximité géographique étant encore plus précieuse dans une zone de montagne comme la nôtre. La justice de proximité, c'est une justice de proximité temporelle, et les contractuels recrutés sont essentiellement positionnés sur des fonctions permettant d'accélérer le traitement des procédures. Réduire les délais et raccourcir la durée du traitement des infractions, et particulièrement des infractions dites de proximité, nécessite de les réduire à tous les stades. Enquête, orientation, décision de réponse pénale, qu'il s'agisse ou non d'une poursuite, et exécution de la mesure ou de la sanction ordonnée. Si une seule de ces étapes est ralentie ou abandonnée, l'exigence de proximité temporelle perd tout son sens. La rapidité de traitement par les juridictions n'a donc de sens que si la même rapidité existe en amont. Or, là, nous ne maîtrisons rien. Les 5 procureurs du ressort ont sollicité des services de police et de gendarmerie placés sous leur contrôle un inventaire des stocks de procédures en attente de traitement. Les réponses ont été diverses, mais dans certains services et donc dans certains ressorts, la situation est inquiétante au regard du nombre et de l'ancienneté des procédures en attente. Les parquets n'en ont jusque-là aucune vision. Ce sont des procédures qui n'existent pas judiciairement, puisque le parquet n'en a jamais été rendu destinataire, ni informé. Et pourtant, derrière elles, il y a des victimes qui attendent, parfois longtemps, et qui, légitimement, interrogent le parquet. Nous attendons des services de police et de gendarmerie qu'ils mettent en place, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, des organisations leur permettant d'apurer le traitement des procédures judiciaires. Je sais leur implication et leur engagement, et je ne doute pas d'une amélioration rapide. Une justice de proximité, c'est aussi une justice au plus près des victimes. Dans cet objectif, nous souhaitons un accroissement de la présence des intervenants sociaux de la police et de la gendarmerie. Ce temps de présence va sensiblement augmenter en Haute-Savoie et c'est un bien. Il est nécessaire qu'il en soit de même en Savoie, et avec le groupement de gendarmerie départementale, nous allons tenter d'œuvrer en ce sens et sensibiliser les élus à ce sujet, puisqu'une part du financement leur octroie. Une justice au plus près des victimes, c'est favoriser la proximité géographique des consultations médico-légales. Après des consultations de l'unité médico-judiciaire de Grenoble étendue à Chambéry et à Annecy, c'est un projet d'extension de ces consultations à Albertville et Thonon-les-Bains que nous soutenons avec le chef de l'UMJ. Dans le même objectif, nous soutenons avec le procureur général de Grenoble la création d'une UMJ pédiatrique spécialisée dans la consultation et l'examen pluridisciplinaire des enfants victimes, avec des extensions d'ores et déjà envisagées à Chambéry et Annecy pour ce qui concerne notre ressort. Le projet est avancé et le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du ministère de la Justice, le SADJAV, le soutient. Assurer une justice de proximité auprès des victimes, c'est aussi assurer leur prise en compte et leur accompagnement tout au long d'une procédure. Sur le ressort, les conventions de VVI, évaluation personnalisée des victimes, se multiplient. Et nous allons, Madame la Première Présidente, ensemble procéder à une évaluation de la prise en compte de la victime et de l'accompagnement qui lui est proposé pendant toute la procédure. Trop souvent, en effet, on voit par exemple une victime se voir proposer un accompagnement pendant un procès d'assises, alors qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement et d'aucun soutien durant les 2 années qu'a duré l'information judiciaire. L'aide aux victimes ne doit pas être perçue par les avocats, et cela ne l'est pas dans ce ressort, contrairement à d'autres, comme une concurrence, mais bel et bien comme une mesure complémentaire à la prise en charge juridique et judiciaire apportée par le Conseil.
Sur l'aide aux victimes, je tiens à saluer particulièrement le travail accompli par l'AVIGE, Association d'aide aux victimes locales, qui maintenant, depuis la disparition des 2 autres associations d'aide aux victimes dont elle a repris l'activité, est seule positionnée sur l'intégralité du ressort de la Cour et sur les 2 départements et sur les 5 ressorts des tribunaux judiciaires pour assurer cette aide aux victimes. Mettre en œuvre une justice de proximité, c'est aussi être à l'écoute des préoccupations des élus locaux en matière de sécurité. Et c'est travailler avec eux à l'articulation des axes prioritaires de prévention qui relèvent de leurs compétences et de répression qui relèvent de la politique pénale du parquet. Les procureurs doivent occuper toute la place que leur donne le Code de procédure pénale dans la prévention de la délinquance et particulièrement dans la prévention de la récidive, au travers notamment d'une présence active dans tous les dispositifs de cette prévention et notamment les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons tout à gagner à la mise en œuvre d'une justice de proximité en termes de visibilité et de reconnaissance par nos concitoyens. Les parquets fourmillent de projets et je tiens aujourd'hui à remercier les magistrats qui les composent et à la tête desquels se trouvent en première ligne les procureurs de la République, mais aussi les personnels de greffe qui les accompagnent au quotidien pour leur engagement total au service d'une justice de qualité et proche de nos concitoyens. Sachons garder intact notre enthousiasme et notre désir, ce désir dont Descartes a dit qu'il est une passion qui regarde l'avenir. Madame la Première Présidente, je requiers que soit déclarée close l'année judiciaire 2020, ouverte l'année judiciaire 2021, qu'il me soit donné acte de mes réquisitions et que du tout, il soit dressé procès-verbal pour être classé au greffe de la Cour. Merci Madame la procureure générale. Alors, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la justice au cours de l'année 2020. Et notamment, nous avons pu lire ou entendre que nous nous serions arrêtés de travailler, comme s'il s'agissait de notre propre fait, et que l'engorgement des tribunaux serait sans commune mesure. Il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur ces affirmations au plan national. Mais j'estime être légitime à aborder cette question pour la cour d'appel de Chambéry. Alors j'aurais aimé vous parler, au cours de cette audience de rentrée, j'aurais aimé vous parler de la naissance des tribunaux judiciaires en janvier 2020. Vous parlez aussi de l'entrée en vigueur du bloc peine le 23 mars 2020. Mais ces 2 événements, pourtant très importants, me semblent déjà avoir été relégués dans le passé, sans que nous ayons eu le temps même de les vivre, de les expérimenter, de les commenter. Alors je ne vous en parlerai pas, car il me semble que je ne peux pas faire autrement que revenir sur les autres événements qui se sont imposés à nous en 2020. Nous avons eu effectivement un fonctionnement chaotique, notamment au cours du premier semestre, mais toujours pour des événements extérieurs aux juridictions, des événements qui ont été subis par ces juridictions. Alors tout le monde les a en tête, ces événements. Le long et important mouvement de grève des avocats commencé début janvier pour se terminer le 9 mars, une semaine avant le premier confinement. Alors, je pense que vous savez, Madame et Messieurs les bâtonniers, qu'évoquer ce fait n'est pas porteur dans ma bouche d'un quelconque reproche à votre encontre, vous les avocats, mais il s'agit d'un fait que je ne peux pas passer sous silence parce qu'il a impacté notre fonctionnement en 2020. Nous avons ensuite subi, comme toute la France, le premier confinement du 16 mars au 11 mai. Nous avons repris progressivement notre activité et
le progrès a été rapide puisqu'il a été de 2 semaines, du 11 au 25 mai, pour faire le bilan des 4 mois et demi qui venaient de s'écouler et relancer l'activité. Et nous avons retrouvé un fonctionnement habituel, ou quasi habituel, dès la fin mai, en tout cas à compter du mois de juin. Alors les propos qui vont suivre concernent la Cour d'appel juridiction. Nous ne sommes que le 15 janvier et je n'ai pas les statistiques de toutes les juridictions du ressort, où je les ai eues trop tardivement pour avoir eu le temps de les analyser. Cela sera fait ultérieurement, mais j'en donnerai quelques pistes quand même. Alors sur la Cour d'appel juridiction, l'impact des événements dont je viens de parler n'est pas le même en matière civile qu'en matière pénale. En matière civile, toutes chambres confondues, c'est que dans la matière civile, on met aussi la chambre sociale, on met les référés, les taxes, l'assistance éducative, les tutelles. La matière civile, c'est très large. Donc, toutes chambres confondues, la baisse des affaires terminées est de 12%. Si l'on enlève les mois de mars, avril et mai, qui sont les 3 mois où les magistrats n'ont pas eu de nouvelles affaires, mais ont seulement vidé leur stock. Je vous rappelle qu'il y a toujours un décalage entre les affaires plaidées et les affaires terminées, du fait de la durée du délibéré. Donc, durant les mois de mars, avril et mai 2020, les magistrats n'ont pas arrêté de travailler, ils ont vidé leur stock, mais ils n'ont pas engrangé, faute d'audience, de nouveaux dossiers. Si l'on exclut ces 3 mois, c'est une hausse de 6% des affaires terminées en matière civile qui est constatée dans la Cour d'appel de Chambéry par rapport à 2019. Alors, cela signifie que malgré la crise sanitaire et les angoisses qui en ont résulté pour tous, les magistrats et fonctionnaires ont vaillamment continué leur activité. Et je dois dire en faisant preuve de beaucoup de responsabilité dans leur attitude. La baisse des entrées au civil est très importante et je pense que ce doit être un sujet d'inquiétude pour les barreaux du ressort. Cette baisse des entrées en matière civile, cour d'appel juridiction, est de 25%. Compte tenu de notre bonne activité, nous avons finalement, en matière civile, à la Cour d'appel de Chambéry, un stock qui a diminué de 7,24%. Alors, je nuance en disant que ce n'est pas le cas pour toutes les chambres civiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on englobe tout dans la matière civile. Et l'on constate que les chambres pour lesquelles, les services pour lesquels l'oralité est essentielle, les tutelles, l'assistance éducative notamment, le résultat n'est pas le même. Le stock a plutôt augmenté, mais pour tout ce qui est procédure écrite, nous constatons une année 2020 qui en matière civile est satisfaisante. Je pense que les statistiques de première instance nous amèneront à un constat similaire, même si ce que j'ai vu me laisse voir que les situations sont très différentes d'un tribunal à un autre et qu'il va être extrêmement difficile de tirer des enseignements globaux de la crise sanitaire sur le fonctionnement des tribunaux de première instance. Mais il me semble quand même que, par exemple en matière civile, tout ce qui est contentieux de la protection, qui est souvent une procédure orale, vos stocks ont augmenté. Pour la Cour de juridiction, en matière pénale, la diminution des entrées globales, elle aussi, est nettement moins importante qu'en matière civile, puisqu'elle a eu lieu essentiellement au cours du 2e trimestre, au cours du 1er confinement, soit pendant 3 mois. Cette baisse des entrées en matière pénale n'est que elle existe, elle est de 10%, mais elle n'est que de 10% au regard des 25% en matière civile. Cette diminution des entrées n'est pas répartie de la même manière selon toutes les chambres du pénal.
La baisse est seulement de 5% pour la Chambre des appels correctionnels. Il faut savoir que les procès ont continué en première instance en 2020, notamment sous la forme de comparution immédiate, qui donne lieu traditionnellement à plus d'appels. La baisse est nettement plus importante pour la Chambre d'application des peines, puisqu'elle est de 16% des affaires entrantes. Cela s'explique très simplement par le fait que l'activité des juges d'application des peines au cours du premier semestre 2020 a été complètement centrée sur la nécessité de vider au maximum les établissements pénitentiaires pour éviter une catastrophe sanitaire. Ce mouvement s'est fait avec l'accord des parquets. Donc nul n'avait un quelconque intérêt à faire appel de ce type de décision. D'où cette baisse importante pour la Chambre d'application des peines dans les affaires entrantes. Pour la Chambre d'instruction, la baisse est de 9%. La Chambre d'instruction n'a été que très peu saisie d'appels en matière de ce qu'on appelle des affaires de fond, c'est-à-dire que les cabinets d'instruction ayant ralenti leur fonctionnement, voire l'ayant arrêté, puisque s'ils n'ont pas de personnes à interroger, ils ne peuvent pas travailler. Donc les affaires de fond ne sont pas venues en 2020, beaucoup moins devant la Chambre d'instruction. En ce qui concerne les sorties au pénal, alors la situation là aussi elle est différente de la matière civile et il ne peut pas en être autrement. Je rappelle, il n'y a pas au pénal, et c'est tant mieux, il n'y a pas de possibilité de procédure sans audience, sans avocat. C'est les 2 premiers mois de l'année 2020. Sans comparution des parties, c'est la suite. Bien l'audience, elle est purement et simplement renvoyée. Non pas parce que les magistrats, les fonctionnaires ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Et puis, il n'y a pas en cour d'appel, comme l'a rappelé Madame la procureure générale, de possibilité de réorientation par les parquets des procédures. Cela s'est fait en première instance pour éviter les engorgements, mais c'est une possibilité qui n'existe pas en cour d'appel. Donc nous avons le même volume, nous n'avons pas pu réorienter nos procédures en attente de jugement en appel. Donc tout ceci s'est traduit par une diminution des sorties de 12% pour la Chambre des appels correctionnels et de 6% pour la Chambre de l'application des peines. Du côté des sorties, la Chambre de l'instruction a dû faire face, elle, à un important contentieux généré en matière de détention provisoire. Si je disais tout à l'heure, elle a une baisse de ses entrées sur les affaires de fond, en fait. Elle a eu à connaître un important contentieux en matière de détention provisoire qui avait été généré par les ordonnances du 23 mars 2020, qui ont donné lieu à beaucoup de débats et à beaucoup d'activités. Ce qui fait que la Chambre d'instruction connaît une augmentation de ses sorties de 5,25%. Et que cette activité a mobilisé plusieurs magistrats, plusieurs fonctionnaires du service pénal, tous y sont mis. Je voudrais citer donc parmi les magistrats Madame Rouillet-Reynaud, notre présidente de la Chambre d'instruction, et son remplaçant, pendant le mois de juin, M. Ficagna, qui n'a pas pour autant délaissé son activité civile, Dieu sait si la charge de la première chambre civile est lourde, et ce, en dépit de la crise sanitaire. Donc, il s'ensuit, vous l'avez compris, une augmentation sensible du stock de la Chambre des appels correctionnels, plus 26%, alors que la Chambre de l'instruction, elle, revient à un niveau bas, 31 procédures en stock au 31 décembre 2020, c'est ce que l'on constate habituellement en hypothèse basse. Nous avons aussi, je pense à la Cour d'appel juridiction, un autre point de vigilance et qu'on va retrouver en première instance, qui est l'allongement de la durée des affaires. Alors celle-ci apparaît dans la plaquette qu'on a distribuée, elle apparaît en matière civile. La Cour d'appel de Chambéry a franchi le cap des 12 mois en passant à une durée moyenne
des affaires civiles de 13,2 mois en 2020. En 2018, et puis traditionnellement dans cette cour, les affaires se jugeaient en environ 10 mois. Voilà. Donc non seulement on a passé le cap de l'année, mais on est à 13,2 mois, et ça c'est encore toutes chambres confondues. Certaines connaissent une situation bien plus inconfortable que cela. Alors il me semble que c'est avec vous, les avocats, que nous devrons travailler à la réduction de ces délais, peut-être en arrivant à une politique de réduction des renvois, à une réduction du nombre, du volume des conclusions, ceci en matière civile comme en matière pénale, sans pour autant empiéter sur la qualité de vos écritures, ni de la défense ou de la représentation des intérêts de vos clients. Mais au plan national, je sais qu'une réflexion devrait être lancée très prochainement sur une association entre les juridictions et les barreaux pour contribuer non seulement à la résorption des stocks, mais aussi à l'accélération des durées des affaires terminées. Je n'ai pas parlé de la situation des cours d'assises, et pourtant il faut que j'en dise quelques mots. Elle est également critique, même si elle est plus enviable que dans bien d'autres cours en France. Mais là encore, nous avions sur notre ressort une situation très saine, et il faut constater qu'elle se dégrade. Toutes les sessions n'ont pas pu se tenir. Une session en Savoie a été annulée, une session en Haute-Savoie a été arrêtée en cours de route. Ce qui fait que le nombre de dossiers en attente de jugement a augmenté. Il est de 26 dans la Haute-Savoie, donc vous allez me dire c'est peu finalement, mais c'était quand même 6 en 2018 et 16 en 2019. Nous sommes passés à 26. Dans la Savoie, le nombre d'affaires, de dossiers en attente de jugement était de 34 au 31 décembre 2020. Il était habituellement entre 12 et 15. Voilà. Alors, outre la réduction de la durée des affaires en matière civile, c'est donc aussi sur la Chambre des appels correctionnels et sur les assises que devra porter notre effort en 2021. Et donc votre arrivée, Monsieur Rouxel, compte tenu de ce que j'ai dit en vous présentant, est vraiment un cadeau de la Providence. Nous avons donc ajouté d'emblée une session supplémentaire de 2 semaines pour la cour d'assises de Savoie, et c'est grâce à votre arrivée, Monsieur Rouxel, que nous pouvons le faire, parce que vous êtes formé à la présidence des assises. Et puis c'est aussi grâce à l'investissement très important de Madame Sandra Letellier, notre greffière des assises de Savoie, et puis ses collègues du greffe pénal, dont Madame Sandrine Yacoubian, qui lui l'aide et va sans doute intervenir sur certaines affaires. Nous n'avons donc pas, à mon sens, à rougir de notre bilan 2020. Il y a quelque chose, je pense, moi je suis fière, c'est que chacun a contribué à l'ensemble. Voilà. Nous avons fait bloc, nous avons été solidaires et nous avons continué. Nous sommes heureux d'être tous là. Nous avons eu des cas positifs, mais nous n'avons pas eu à déplorer d'hospitalisation dans le personnel actif. Nous avons accumulé précocement une expérience de crise, puisque je rappelle, peut-être que vous ne le savez pas tous, que dès le week-end des 14 et 15 mars, nous avons dû prendre la décision de fermer le site judiciaire d'Annemasse. Le site judiciaire d'Annemasse, c'est un tribunal de proximité et un CPH. Nous avons dû le fermer pour 2 semaines, avec transfert de l'activité à Thonon-les-Bains, un cluster s'y étant formé dans les 48 heures qui ont précédé notre décision. C'est allé très vite, c'était avant la décision de premier confinement. Nous avons fermé. Le tribunal de Bonneville a lui aussi connu en septembre des difficultés, ce qui a permis au nouveau président ici présent, M. Éric Magnier,
de fournir très vite ses premières armes en matière de gestion de crise. J'en profite aussi pour saluer M. François Pourriot, nouveau président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains depuis septembre 2010, ayant remplacé donc M. Philippe Duval-Molinos, parti courant mai rejoindre le tribunal de Périgueux. Je voudrais quand même souligner l'extrême investissement de M. Duval-Molinos, puisque je vous dis qu'il est parti le 18 mai de mémoire, c'est-à-dire qu'il avait déjà un pied à Périgueux, et donc M. Duval-Molinos, c'est quelqu'un qui a géré la crise des deux côtés. Thonon-les-Bains, et il commençait aussi à Périgueux. Il a organisé la reprise progressive d'activité dont je parlais à Thonon-les-Bains et à Périgueux. Voilà. Et 2020, alors 2021, que dire de 2021? Alors de nouvelles réformes nous attendent ou ont déjà commencé. La réforme de l'aide juridictionnelle au 1er janvier 2021, la réforme du divorce aussi au 1er janvier 2021, la réforme de la justice pénale des mineurs au 31 mars 2021, les nouvelles compétences du juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et contention en milieu psychiatrique et en matière de lutte contre les conditions indignes en détention. 2021, c'est aussi les réflexions autour de l'enquête préliminaire et l'introduction de contradictoires dans cette phase procédurale. Réflexions qui, si elles aboutissent, impacteront un peu plus les juges des libertés et de la détention, qui doivent donc devenir, si tel n'est pas encore le cas, des personnages centraux de la sphère pénale à mon jugement. 2021, ce sont aussi les réflexions sur l'extension ou la suppression des cours criminels. Et là encore, nous sommes heureux que M. Rouxel pourra nous apporter son témoignage et son expérience en la matière. Alors pour le divorce, comme pour les mineurs, des procédures différentes vont coexister en 2021. L'ancienne procédure pour les dossiers antérieurs au 1er janvier, la nouvelle procédure pour les autres. Donc plus que jamais, les relations entre les barreaux et les juridictions sont déjà primordiales. Nous allons adapter nos audiences à ces nouvelles procédures. Mais par exemple, si je prends le divorce, la manière dont ces audiences vont se dérouler sera aussi fonction des choix que vous adopterez, vous les avocats, en concertation avec vos clients. Les parties, les seront-elles avec la suppression de la tentative de conciliation? Les couples, les conjoints qui veulent divorcer, seront-ils présents au cours de l'audience de mise en état du juge des affaires familiales ou pas? Selon ce que vous ferez, notre fonctionnement sera modifié. Voilà. Donc ce sont des choses à construire ensemble. Alors comme toujours, oui, nous nous adapterons et nous travaillerons envers et contre tout, n'en déplaise à tous nos pourfendeurs habituels. À titre personnel, j'émets un vœu, je voudrais ne plus avoir à travailler en vain. Je m'explique. Nous avons beaucoup travaillé tout au long de l'année 2019 à des propositions de spécialisation en matière civile et pénale. Nous avons consulté, nous avons réuni les conseils de juridiction, nous avons construit des propositions équilibrées et intéressantes, nous semble, en termes d'enjeux de territoire. Alors je devrais dire nous avions, car il se pourrait que ces propositions n'aient pas de suite. D'où mon vœu. Alors pour terminer, dans une période où nous en sommes réduits à distinguer l'essentiel du non-essentiel selon des distinctions souvent discutables, je vous livre mes réflexions sur cette distinction appliquée à la justice. Pour moi sont essentiels, pour moi, l'accès au juge, le respect du juge, la parole utile à la cause et la rencontre en vrai
en face à face. Je vous laisse réfléchir au non essentiel, si tant est qu'il y en ait un en matière de justice, comme peut-être en toute autre matière. Madame la procureure générale, avez-vous d'autres réquisitions? Je n'ai pas d'autres réquisitions. Alors, je donne acte à Madame la procureure générale de ces réquisitions. Déclare satisfaites les formalités du Code de l'organisation judiciaire, close l'année 2020, ouverte l'année 2021, et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal. Les moments de convivialité étant interdits et inaccessibles à tous ceux qui nous suivront en ligne, je vous donne à tous rendez-vous à une date encore indéterminée, mais certaine dans son principe, pour reprendre ensemble notre art de vivre à la française. Bonne année à tous. L'audience solennelle est levée. Nous allons quand même descendre vous saluer avant que vous puissiez repartir dans vos lieux respectifs. L'audience solennelle est levée.